Mea culpa, grand pardon et rencontre au sommet. Le FFM dévoile aujourd'hui son menu de réconciliation nationale. Quant au retour de Marc Ravalman, le général Sylvain Raboutoirson charge le pilote et ménage l'ancien président. Côté santé, l'épidémie de peste se rapproche de la capitale. Une femme a été déclarée morte, contaminée à un gaz, au moment où des médecins, le BMH et les militaires sont venus récupérer le corps. Sa famille s'y oppose et avance que cette femme n'a pas été victime de la peste. Après l'euphorie des premiers instants, les responsables de la mission Rosetta espèrent y voir plus clair. Aujourd'hui, sur la situation du petit robot Philae, au lendemain de son atterrissage historique sur une comète. Les premières données reçues après l'atterrissage sur la comète Chury laissent supposer une situation pas tout à fait conforme à ce qui était prévu. Ahoana zay? Kolte veve jerenao io? Iaia, Ako zany nany Antananarivo any ange io mandeha. ka efa izy io. Ma TV plus viva ko. Azany zany ena ta tena qualité. Numerika. Taloha, TV ihany hitanao tao. Fa amizao, efa miampireo télé gasy efatra hafa koa. Ao amin'ny canal 7 ihany afaka jerevanao naiza. Afaka jerena naiza to Madagascar zany io. Naiza. Aiza. 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. CanalSat, regarde en mieux. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Et à la une de l'actualité, ce jour, la délégation de la Troïka a rencontré hier les chefs des deux files des mouvances politiques. Après s'être entretenue hier à Diego avec Marc Ravalman, elle s'est rendue cet après-midi à la Villa Elisabeth rencontrer Albert Zafi. En début de soirée, la mouvance Radoué a eu un entretien avec les émissaires de la SADC à l'hôtel Colbert Antananarivo. La conférence au sommet des ex-chefs d'État serait imminente. Reportage. La délégation de la SADC a rencontré en 3 jours les chefs d'institutions, notamment le président de la République, celui du FFM, de la HCC, de la CENIT et tant d'autres. Ces dernières heures ont été marquées par la rencontre avec les 4 anciens chefs d'État. L'objet de ces réunions reste pour le moment confidentiel. Aucune information ne filtre, que ce soit de la délégation ou de leurs hôtes nationaux. Des rumeurs circulent cependant que Marc Ravalman figure au centre de toutes les discussions. Les condamnations pesant contre lui doivent être effacées. Les idées divergent. La SADC s'immiscera-t-elle dans la préparation de la conférence au sommet? Une conférence de presse est prévue pour demain vendredi, après une séance de compte-rendu auprès des différentes représentations diplomatiques à Madagascar. Mea culpa, grand pardon et rencontre au sommet. Le FFM dévoile aujourd'hui son menu de réconciliation nationale. Quant au retour de Marc Ravalman, le général Sylvain Raboutoirson charge le pilote et ménage l'ancien président. Gaëtan Gislav. C'est le pilote de l'aéronef qui a enfreint la loi et non Marc Ravalman, explique ce jour le général Sylvain Raboutoirson, président du FFM. Sur un ton plutôt apaisé, il explique que comme tout citoyen malgache, Marc Ravalman a le droit de rentrer dans son pays. La manière dont il est rentré n'est que délit mineur. Il martèle que Marc Ravalman ne doit pas en être inquiété. Le FFM recommande instamment la tenue d'une conférence au sommet et qui s'inscrit dans le schéma du grand pardon. Concernant la visite en sol malgache de la délégation de la SADC, le général Boutoirson rappelle la position de la FFM.
en maintenant que la réconciliation nationale doit être l'affaire des Malgaches. Ces délégations ne seraient pas là dans le cadre de la réconciliation nationale. Mais l'on apprend qu'elle a rencontré l'ancien président Marc Ravalomanana Antsranan aujourd'hui. Hier, elle a été reçue par le président de la République Eradzonar Mampian et Didier Rattirac. Et Maït sera doté d'une centrale hydroélectrique prévue être fonctionnelle d'ici 1 an et demi. La première pierre a été posée aujourd'hui par le président Eradzonar Mampian. Et concernant l'approvisionnement d'électricité, le numéro 1 d'Ambouitsrouj a promis des sanctions pour les responsables des délestages. Pour sa part, le ministre de l'Énergie par intérim, Erland Travé-Loarson, soutient la proposition de transformer la Djirama en société commerciale. Le récit de Michela Ranardzon. L'accès à l'électricité passera de 15% à 20% en 2020. Actuellement, en milieu rural, 5% seulement disposent d'électricité. Le défi est de ramener ce chiffre à 10% d'ici 6 ans. L'entreprise Idelec met en place actuellement un barrage hydroélectrique au niveau de la chute de Farah Antsana-Maïnti. L'initiative a été félicitée par le président de la République. Monsieur Tozi et toute l'équipe qui vous accompagne, c'est vraiment un réel plaisir pour moi et pour l'État malgache de vous féliciter. Féliciter d'avoir bien voulu accompagner l'État malgache et son président dans cette grande œuvre de développement. Parce que l'énergie, surtout l'énergie renouvelable, est un moyen important pour assurer ce développement économique et social de Madagascar. Eradzonar Mampian a profité de cette occasion pour faire savoir que des sanctions seront infligées aux responsables dans le cadre de la recherche de solutions face au délestage. D'autres têtes vont-elles donc tomber? Le départ de l'ancien ministre de l'Énergie, Richard Fienena, devait tout régler, semble-t-il, mais le problème persiste, voire prend de l'ampleur. Actuellement, le ministre par intérim Erland Travé-Loarson adopte le chemin pris par son prédécesseur. Le redressement de la Djirama est impératif. La société d'État sera transformée en société commerciale. Actuellement, 500 sites à potentiel hydroélectrique sont identifiés. Ils permettront de produire jusqu'à 7800 MW d'électricité. La centrale de Farah Antsana sera quant à elle fonctionnelle d'ici 18 mois. Mais côté santé, cette fois-ci, l'épidémie de peste se rapproche de la capitale. Une femme a été déclarée morte contaminée à Nkasn au moment où des médecins, le BMH et les militaires sont venus récupérer le corps. Sa famille s'y est opposée et a avancé que cette femme n'a pas été victime de la peste. Gaëtan Gislav. Le quartier d'Nkasn a connu une tragique animation cet après-midi. Des médecins, des agents de la gendarmerie ainsi que du BMH sont venus sur place pour récupérer le corps d'une femme réputée morte de la peste. La famille de la victime ont soutenu par un rapport d'un médecin qu'elle n'est pas morte de la peste et qu'elle doit bénéficier du respect des coutumes. Depuis 3 jours, le Fouktagne assiste aux veillées funéraires. C'est ce lundi que la victime, âgée de 21 ans, a perdu sa vie à l'hôpital de Soavnadjin. Malgré les déclarations de son médecin, des doutes subsistent sur la vraie nature de l'affection. Jusqu'à maintenant, aucune décision n'a été prise, sauf des opérations de désinfection aux environs de l'habitation de la famille. Notons qu'il existe 2 variétés de peste, la peste bubonique qui se transmet par la piqûre d'une puce ou tout simplement par des microbes. Vient ensuite la peste pulmonaire qui se transmet par l'air. Le pays ne dispose plus que de 2 mois de réserve en devises. Il ne reste plus que 600 millions de dollars dans la trésorerie. Une inflation est donc à craindre si les aides budgétaires ne sont pas débloquées dans les plus brefs délais. L'État doit également augmenter les investissements et promouvoir l'exportation pour y remédier. Reportage. La Banque centrale ne dispose plus que de l'équivalent de 2 mois d'exportation, soit 600 millions de dollars, confie le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar, Alain Raslouf Djaibé. En 5 ans, les réserves en devises n'ont cessé de baisser considérablement. Cette situation expose le pays à une inflation galopante.
L'économiste Ehram Yarson explique qu'une politique axée sur l'exportation est une solution pérenne pour redresser la balance commerciale et conséquemment faire rentrer des devises. Les investissements étrangers sont également à promouvoir, mais dans l'immédiat, les aides budgétaires devront être débloquées dans les plus brefs délais. À l'Assemblée nationale, cette situation de la Banque centrale inquiète les députés. Ils réclament le plan national de développement afin de mieux appréhender les priorités du gouvernement dans sa politique de redressement économique. Les taxes sur les cigarettes connaîtront une hausse de 350% en 2015, tandis que le tabac, dans toutes ses formes, seront exemptés. C'est ce qui est prévu par la loi de finances initiale soumise à l'examen actuellement au Parlement. Et si cette mesure devait permettre un élargissement de l'assiette fiscale, elle aura un impact négatif sur l'industrie de la cigarette, explique l'économiste Hugues Radjonson. Reportage. Les prix des tiges de cigarettes devront passer d'entre 70 à 200 arrières à au moins 250 arrières. C'est en tout cas ce qui est à prévoir, vu que les taxes sur les cigarettes connaîtront une hausse allant jusqu'à 350% dans la loi de finances initiale 2015. Cette LFI prévoit également que les tabacs dans toutes ses formes seront exonérés de taxes. Cette nouvelle mesure fiscale aura un impact important sur l'industrie du tabac. L'économiste Hugues Radjonson indique que ces mesures, couplées avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics, engendreront une diminution des recettes des industries du tabac, des cultivateurs et des commerçants. Actuellement, le kilo du tabac hachiqué varie entre 3 000 à 4 000 arrières sur le marché. La production de feuilles de tabac est estimée à entre 5 000 et 6 000 tonnes par an. À titre de rappel, les produits de première nécessité seront également taxés à 10% de plus, tandis que les taxes sur les boissons alcoolisées importées subiront une hausse de 50 à 230%. Et nous passons aux actualités internationales. Après l'euphorie des premiers instants, les responsables de la mission Rosetta espèrent y voir plus clair aujourd'hui sur la situation du petit robot Philae au lendemain de son atterrissage historique sur une comète. Les premières données reçues après l'atterrissage sur la comète Chury laissent supposer une situation pas tout à fait conforme à ce qui était prévu. C'est un reportage de France 24. Voici la toute première image prise sur une comète dans toute l'histoire de la conquête spatiale. Elle semble prouver que Philae s'est bien posé en état de marche, mais il s'en est fallu de peu. Voici l'un de ses 3 pieds. Posé quelques centimètres plus loin sur ce bloc de glace, le module aurait pu basculer, c'était l'échec de la mission. En fait, toute l'arrivée de Philae a bien failli très mal tourner. Hier matin, les ingénieurs applaudissaient un largage parfait. Philae photographiait la sonde Rosetta qu'il venait de quitter. Juste après, elle lui rendait la politesse. Et on voyait que le module avait parfaitement déployé ses jambes. Tout allait bien. Philae a même envoyé une photo souvenir de sa descente vers le site d'atterrissage prévu. C'est ensuite que ça s'est corsé. Les péripéties qui ont suivi, il faut les imaginer en images de synthèse. Normalement, à son arrivée, Philae devait être plaqué au sol par un jet de gaz. Simultanément, 2 harpons devaient pénétrer la surface pour ancrer fermement le module sur la comète. Rien n'a fonctionné comme prévu. Et ce fut le scénario catastrophe que l'on craignait. Philae a rebondi. La comète ne génère quasiment aucune gravité. Le module risquait de partir errer dans l'espace pour toujours. Par chance, la surface était molle. Et donc, le contact avec le sol s'est amorti par l'enfoncement naturel de la surface. Et ça a évité un rebond catastrophique qui nous aurait réenvoyé dans l'espace. Pendant près de 2 heures, Philae a flotté au hasard, avant finalement de retomber dans ce trou. On ne sait pas trop où. La bonne nouvelle, c'est qu'il fonctionne. Il peut communiquer avec la Terre, il est alimenté, il a commencé ses analyses. Le problème, c'est qu'il n'est toujours pas ancré dans le sol. Sur la comète quasiment sans gravité, le module ne pèse qu'environ 1 gramme. S'il veut tenter de percer le sol, notamment pour prélever de précieux échantillons, il pourrait être éjecté dans l'espace. Les ingénieurs réfléchissent maintenant à réorganiser au mieux le programme du petit robot à 500 millions de kilomètres d'ici. Le chirurgien qui a procédé en Inde à une stérilisation de masse a été
arrêté aujourd'hui. Il avait stérilisé 80 femmes en 5 heures samedi dans un village situé à une centaine de kilomètres de la capitale. Ces femmes avaient été indemnisées 1400 roupies, soit près de 20 € dans le cadre d'un programme de stérilisation financé par l'État pour limiter la croissance de la population. C'est toujours un reportage de France 24. Sous ce linceul, une femme opérée par le docteur Guapta. Ce médecin a été interpellé pour avoir stérilisé des patientes dans des conditions effroyables. Des opérations à la chaîne, 83 patientes en 5 heures, avec à chaque fois les mêmes instruments. Au moins 13 d'entre elles sont décédées, des dizaines d'autres hospitalisées. Le médecin continue de nier. Je ne suis pas coupable. J'ai déjà réalisé de nombreuses opérations avant celle-ci et il n'y a jamais eu de complications. On m'accuse, mais en réalité, ce sont les médicaments qui sont responsables. C'est qu'une fois la prise des médicaments que les premiers symptômes sont apparus. Un argument rejeté par les familles des victimes. Les autorités doivent nous le dire si on doit payer comme cela se fait dans les cliniques privées. Au moins, les patients seront mieux traités. Les équipes ici travaillent en ne prenant aucune précaution. La mort de ces patientes a provoqué la colère des Indiens de cet État du centre du pays. Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues mercredi pour réclamer la démission du chef de l'exécutif local. 4 personnes chargées des affaires de santé dans le gouvernement de l'État ont été suspendues. Le Premier ministre indien a quant à lui ordonné une enquête dans cette affaire qui touche le programme gouvernemental de contrôle des naissances. Un rappel des grands points de ce journal avant de vous quitter. La délégation de la Troïka, rencontrée depuis hier les chefs de file des mouvances politiques, la conférence au sommet des ex-chefs d'État serait imminente. Le FFM dévoile aujourd'hui son menu de réconciliation nationale. Le général Sylvain Aboutoirson charge le pilote et ménage l'ancien président. Et enfin, Maïs qui sera doté d'une centrale hydroélectrique prévue être fonctionnelle d'ici 1 an et demi. La première pierre a été posée aujourd'hui par le président Eir Radonarmampian. Et passerons juste après ce journal, dans un instant donc, une série et 2 films, donc Perception et Volcano, un film dramatique et un film frisson, Intruder. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir et bon site de programme sur Col TV.